Et si je vous disais que la clé de la richesse se trouvait moins dans nos calculs savants que dans notre propre tête? Pourquoi voit-on des gens brillants prendre des décisions financières parfois désastreuses, alors que d'autres avec peut-être moins de bagages techniques s'en sortent remarquablement bien? Bienvenue dans Radio Finance, l'émission d'Esprit Finance qui décrypte la finance pour la rendre simple et, on l'espère, accessible. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante du livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel. C'est un ouvrage qui bouscule pas mal d'idées reçues. Il affirme que notre rapport à l'argent, c'est avant tout une histoire de comportement, d'émotion, bien plus que de tableur Excel, quoi. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble les grandes leçons de ce livre. On va essayer d'en extraire les pépites, de comprendre comment notre propre psychologie joue sur nos finances et comment, peut-être, on peut ajuster un peu notre boussole interne pour prendre de meilleures décisions. Prêt à plonger ? Alors, le point de départ du livre est déjà assez percutant. Personne n'est fou. Personne n'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'idée, c'est que nos choix financiers, même ceux qui nous semblent complètement illogiques chez les autres, oui, ils ont en fait une logique propre. Une logique ancrée dans notre vécu personnel. Notre génération, notre culture, les crises qu'on a traversées, tout ça, ça sculpte notre perception du risque, des opportunités. C'est intéressant ça. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas une seule bonne façon universelle de gérer son argent, que ce qui me paraît rationnel peut sembler complètement déraisonnable à mon voisin, et inversement. C'est exactement ça. L'auteur donne un exemple, quelqu'un qui a connu une forte inflation dans sa jeunesse n'abordera jamais l'investissement de la même manière que quelqu'un qui n'a connu que la stabilité des prix. Il estime même que nos expériences personnelles façonnent près de 80% de notre vision du monde financier. Ah oui, quand même. C'est énorme. Pense aussi aux exemples culturels qu'il donne, comme ces travailleuses chinoises mentionnées dans le livre. Pour qui un travail très dur en usine, qu'on jugerait peut-être inacceptable ici, pour elles, ça représente un bond en avant colossal par rapport à leur situation d'origine. Et même un exemple plus proche de nous peut-être, comme acheter un billet de loterie quand on a peu de moyens. Économiquement, ça paraît absurde vu les chances de gagner. C'est clair, mais psychologiquement, si on voit ça comme l'achat d'un petit bout d'espoir, d'une chance infime mais réelle de changer radicalement de vie, ça prend un autre sens, non ? C'est une logique plus émotionnelle que financière en fait. Donc la première grande idée, c'est cette nécessité de comprendre d'où viennent nos réactions et celles des autres face à l'argent, sans jugement hâtif. Nos histoires sont différentes, nos rationalités aussi. D'accord, ça pose les bases. Mais si nos décisions dépendent tant de notre vécu, quelle est la part des facteurs extérieurs, ceux qu'on ne maîtrise pas du tout ? Je pense notamment à la chance et au risque. C'est le deuxième pilier du livre, et il est crucial. On a tendance à attribuer le succès uniquement au travail, à l'intelligence, et l'échec à de mauvaises décisions. L'auteur nous rappelle que la chance et le risque jouent un rôle absolument énorme, et souvent sous-estimé. Il prend l'exemple de Bill Gates. Son accès quasi miraculeux à un ordinateur performant dans son lycée, à une époque où c'était rarissime, ça, c'est un coup de pouce monumental du destin. C'est de la chance pure à ce niveau. Et à l'inverse, il mentionne l'ami de Gates, Kent Evans, tout aussi passionné, brillant, mais qui meurt jeune dans un accident. Le même point de départ, ou presque, mais le facteur risque a tout changé pour lui. Exactement. On regarde les énormes succès comme Gates et on essaye d'en tirer des leçons universelles. Mais on oublie tous ceux qui ont essayé et qui ont échoué, souvent juste par malchance. Reconnaître le rôle de la chance, ça rend peut-être plus humble quand ça marche. Et plus indulgent quand ça rate. C'est pas mal comme philosophie. Le livre cite aussi Rockefeller, dont la fortune s'est en partie bâtie sur des pratiques qui seraient illégales aujourd'hui. Plutôt que de se focaliser sur ces destins exceptionnels, il vaut mieux regarder les grandes tendances, les stratégies qui fonctionnent pour beaucoup de gens sur la durée. Trouver ce qui est applicable à notre situation avec notre propre équation de chance et de risque, en somme. Voilà. Se concentrer sur les principes généraux, pas sur les exceptions spectaculaires. Ça ramène à plus d'humilité. Compris. Reconnaître le rôle du hasard, ça pousse à l'humilité, c'est vrai, mais il y a un autre piège, plus interne celui-là, que le livre aborde, cette tendance à n'en avoir jamais assez. Ah oui, le chapitre 3, un grand classique de la psychologie humaine appliqué à l'argent. C'est le danger de la comparaison sociale et puis ce désir qui grandit avec les revenus. Même quand on a objectivement assez, voire beaucoup, on peut se retrouver pris dans une spirale où l'on veut toujours plus. Il donne des exemples assez concrets. Oui, celui de Rajat Gupta est frappant.
Un consultant richissime, respecté, qui finit en prison pour délit d'initié. Mais pourquoi? Pourquoi prendre un tel risque? Il avait déjà tout, non? Oui, mais justement, il se comparait à ses clients milliardaires et il voulait atteindre ce statut. Il n'avait pas su définir son propre assez. Il n'avait pas mis de limite à son désir? C'est ça. Madoff, c'est un autre exemple de cette quête sans fin qui mène à la catastrophe. La leçon, c'est que savoir s'arrêter, définir ce qui est suffisant pour soi, c'est une compétence financière essentielle, peut-être la plus difficile. Mais on nous pousse sans cesse à être ambitieux, non? À viser plus haut pour réussir. Comment trouver le juste milieu entre cette ambition, qui peut être saine, et ce désir potentiellement destructeur? L'idée, c'est pas de tuer l'ambition. C'est plutôt de la découpler de la prise de risque inconsidérée une fois qu'un certain niveau de confort, de sécurité est atteint. Le vrai danger, c'est de risquer ce qu'on a et dont on a besoin, la liberté, la réputation, la tranquillité d'esprit. Pour obtenir quelque chose dont on n'a pas réellement besoin. Encore plus d'argent, par exemple. Exactement. Maîtriser ses désirs à mesure que les revenus augmentent, c'est ça la clé pour éviter ce qu'on appelle parfois le tapis roulant hédonique. C'est aussi se libérer de la pression du regard des autres, finalement. Bon, une fois qu'on a défini cet assez, comment on l'atteint? Le chapitre 4 sur la confusion des intérêts composés donne une piste majeure, la puissance du temps. Ah, les fameux intérêts composés. Le concept a l'air simple. L'argent fait des petits qui font des petits à leur tour, mais on a du mal à saisir la portée réelle du truc, non? C'est exactement ça. C'est parce que notre cerveau y pense plutôt linéaire, pas exponentiel. Housel prend l'analogie des ères glaciaires, des tout petits changements de température, mais maintenus pendant des milliers d'années. Ça a créé des calottes de glace gigantesques. D'accord, je vois l'image. Pour l'argent, c'est pareil. L'exemple de Warren Buffett est dingue. La majeure partie de sa fortune, il l'a construite après 50 ans. Pas parce qu'il a eu des rendements fous chaque année, mais parce qu'il a laissé le temps faire son œuvre sur une durée exceptionnellement longue. La composition a eu le temps d'agir à plein régime. Donc, la clé, c'est plus la patience et la constance que la recherche du gros coup? Absolument. Des rendements juste bons, mais maintenus très très longtemps, c'est beaucoup plus puissant que des rendements exceptionnels sur une courte période. Mais ça demande une sacrée discipline pour pas dévier, surtout quand ça secoue sur les marchés. Ce qui nous amène assez logiquement à la différence entre devenir riche et rester riche. C'est le chapitre 5. On comprend que la patience aide à devenir riche grâce aux intérêts composés, mais comment on fait pour rester riche? Ah, ça, c'est une compétence complètement différente. Devenir riche, ça demande souvent de prendre des risques, d'être optimiste. Oui. Rester riche, ça demande plutôt de la frugalité, une certaine prudence, presque de la paranoïa et un état d'esprit de survie. De survie? Oui, il faut éviter la ruine à tout prix, pour laisser le temps aux intérêts composés de travailler. Il oppose des figures comme Jesse Livermore, un spéculateur de génie capable de faire et défaire des fortunes, à des gens comme Buffett qui privilégient la survie avant tout. Ne jamais perdre d'argent, c'est sa règle numéro 1. Et la deuxième, ne jamais oublier la règle numéro 1. D'accord. Et cette mentalité de survie, ça se traduit comment en pratique? Avoir un gros matelas de sécurité? Oui, entre autres. Il parle d'être financièrement inébranlable. Ça veut dire avoir une marge d'erreur importante dans ses plans et adopter ce qu'il appelle une mentalité barbelle. Barbelle. Oui, Comme une haltère. c'est ça. D'un côté, être optimiste à long terme, donc investir pour la croissance. Mais de l'autre, être très prudent, voire paranoïaque, sur les risques à court terme qui pourraient te sortir du jeu. Donc, garder des liquidités, se protéger. Et le chapitre 6, Tails You Win, qu'on pourrait traduire par les extrêmes qui rapportent gros, renforce cette idée qu'il faut tenir bon. Oui. Il explique que la plupart des résultats, que ce soit en investissement ou en affaires, viennent en fait d'un tout petit nombre d'événements extrêmes, très rares, mais avec un impact énorme. Ce sont les queues de distribution statistique. Ah oui, comme dans le capital risque, où une seule start-up qui cartonne peut rembourser des dizaines d'échecs. Exactement. La leçon, c'est qu'on peut se tromper souvent. Faire des investissements moyens, et quand même très bien s'en sortir si on est là au bon moment pour capter quelques-uns de ces succès exceptionnels. Donc ça plaide pour la diversification. Oui, ne pas tout miser sur un seul truc. Et surtout, encore une fois, la patience. Il faut accepter que beaucoup de choses ne vont pas marcher comme prévu. Du coup, pour un investisseur particulier, ça veut dire quoi? Pas forcément chercher la pépite rare, mais plutôt s'assurer d'être investi largement et longtemps. C'est tout à fait ça. Mais alors, tout cet argent, à quoi ça sert vraiment? Le chapitre 7, Liberté, apporte une réponse assez fondamentale. Ah oui!
Le plus grand bénéfice de l'argent, ce n'est pas tant le luxe ou les possessions, c'est le contrôle sur son temps. Pouvoir choisir ce qu'on fait, quand on le fait, où et avec qui. Ça rejoint pas mal d'études en psychologie, non? Celles qui montrent que le sentiment de contrôle sur sa propre vie est un facteur de bonheur bien plus déterminant que le niveau de revenu lui-même. Précisément. L'argent, ça achète de l'autonomie, de la flexibilité. C'est ça la vraie richesse pour Housel. Il note d'ailleurs, et c'est un paradoxe intéressant, que beaucoup de métiers modernes, même bien payés, offrent finalement moins de contrôle sur notre temps. Ce qui peut expliquer une certaine frustration malgré l'aisance matérielle. D'accord. Mais alors, si on cherche cette liberté, cette autonomie, est-ce qu'on est prêt à laisser tomber l'image que l'argent peut parfois projeter? Ça m'amène au chapitre 8, le paradoxe de l'homme dans la voiture. Ah, celui-là, il est excellent. L'idée, c'est qu'on achète des trucs chers, une belle voiture par exemple, en pensant que les autres vont nous admirer, nous, le propriétaire. Oui, c'est souvent l'idée. Mais en réalité, ce que les autres admirent, c'est l'objet lui-même, la voiture. Et ils s'imaginent eux-mêmes à notre place. Le propriétaire, il le remarque à peine. L'auteur raconte son expérience de voiturier. Il admirait les Ferrari, pas les conducteurs. C'est vrai. Assez décapant comme observation, effectivement. Ça voudrait dire que chercher le respect ou l'admiration à travers ce qu'on possède, c'est une pure illusion. Selon lui, oui. Le respect, l'admiration sincère, ça vient de qualités humaines. La gentillesse, l'humilité, l'empathie. Ça ne s'achète pas avec un portefeuille bien garni ou une voiture de sport. Essayer d'acheter l'admiration, c'est souvent dépenser de l'argent pour rien. D'accord. Mais si la richesse qu'on voit, celle qu'on affiche, n'apporte pas ce qu'on espère, où se trouve la vraie richesse alors? C'est le chapitre 9. La richesse est ce que vous ne voyez pas. Un point absolument crucial. Il fait une distinction très nette entre être riche, c'est-à-dire avoir de gros revenus, ce qui permet souvent de beaucoup dépenser et donc d'être visible, Oui. et être aisé. Être aisé, c'est avoir un patrimoine important. Et la vraie aisance, ce sont les actifs financiers que tu possèdes, mais que tu n'as pas dépensés. C'est l'argent qui travaille pour toi, en silence, dans l'ombre. Comme l'histoire de ce concierge américain, Ronald Reed. Exactement. Ce type, personne ne se doutait de rien, il menait une vie simple, et à sa mort, il a laissé des millions. Il était aisé, pas forcément riche au sens où on l'entend d'habitude. C'est le contre-pied total de notre société de l'image, où on est poussé à montrer ce qu'on a, ce qu'on dépense. La vraie richesse serait donc invisible. En grande partie, oui. Et c'est pour ça que c'est difficile d'apprendre les personnes vraiment aisées. Elles sont souvent discrètes. On ne voit que ceux qui dépensent, qui ne sont pas forcément ceux qui construisent un patrimoine durable. La clé de l'aisance, c'est la discipline de ne pas dépenser, c'est l'épargne. Et cette discipline, elle nous amène tout droit au chapitre 10, épargner de l'argent, avec une affirmation assez forte. Votre taux d'épargne est plus déterminant pour construire votre richesse que votre niveau de revenu ou même les rendements de vos investissements. Attends, plus important que les rendements? Ça, c'est contre-intuitif. On passe un temps fou à chercher le meilleur placement, le meilleur rendement. Bien sûr, les rendements, ça compte. Mais le taux d'épargne, c'est le levier le plus puissant. Et surtout, c'est celui sur lequel on a le plus de contrôle direct. C'est plus facile de doubler son taux d'épargne que de doubler son salaire ou ses rendements annuels, tu vois. Vu comme ça. Il compare ça à l'efficacité énergétique. Souvent, réduire sa consommation d'énergie est plus facile et plus efficace que de trouver de nouvelles sources d'énergie. Et il ajoute une idée intéressante, épargner juste pour épargner, sans but précis immédiat, c'est très utile. Ah oui? Pourquoi? Parce que cet argent libre, il offre une flexibilité énorme face aux imprévus de la vie et aussi face aux opportunités qui peuvent se présenter. Ça donne du contrôle. D'accord. Donc, beaucoup de contrôle sur soi, de discipline. Mais est-ce qu'il faut devenir un robot pour y arriver? Le chapitre 11 apporte une nuance importante, non? Oui, et elle est fondamentale. En finance, Housel dit qu'il vaut mieux être raisonnable que purement rationnel. Quelle est la différence? La rationalité pure, ce serait de prendre chaque décision en maximisant le résultat mathématique. Optimiser à fond. Mais on est des humains, on a des émotions, des peurs, des regrets, on a besoin de dormir la nuit. Oui, une stratégie raisonnable, c'est une stratégie qu'on peut tenir psychologiquement sur le long terme, même si elle n'est pas parfaite sur le papier d'un point de vue strictement mathématique. Un exemple. Choisir de rembourser son crédit immobilier plus vite, même si les taux sont bas et qu'on pourrait théoriquement gagner plus en investissant cet argent. Exactement.
C'est peut-être irrationnel mathématiquement, mais c'est raisonnable si ça t'apporte une tranquillité d'esprit incroyable. D'accord. Ou ne pas mettre 100% de son épargne en action, même si c'est ce qui rapporte le plus sur 30 ans, si tu sais que tu vas paniquer et tout vendre à la première grosse baisse. Le but, c'est pas d'être un ordinateur, c'est de trouver une approche qui nous correspond et qu'on va pouvoir maintenir dans la durée. Et maintenir le cap, c'est d'autant plus dur que l'avenir est imprévisible. Ça, c'est le thème du chapitre 12, surprise. L'histoire, c'est une suite d'événements inattendus. Se fier uniquement au passé pour prédire l'avenir, c'est une illusion dangereuse. C'est un peu l'idée des signes noirs de Nassim Taleb, non? Ces événements imprévisibles qui changent complètement la donne? Tout à fait. La Grande Dépression, le 11 septembre, la crise de 2008, la pandémie. Le monde change, les règles du jeu aussi. Les stratégies qui marchaient hier peuvent devenir obsolètes demain. L'investissement, c'est pas une science exacte. Il cite cette phrase « Des choses qui ne se sont jamais produites auparavant se produisent tout le temps ». Alors, si tout est si imprévisible, comment on fait pour planifier quoi que ce soit? Surtout pour des objectifs lointains comme la retraite. Ça peut sembler un peu paralysant, non? La réponse, il la donne dans le chapitre 13. Il faut une marge de manœuvre, une marge de sécurité. Puisqu'on ne peut pas prévoir l'avenir avec certitude, il faut intégrer un tampon dans tous nos plans financiers. Un coussin de sécurité, quoi. C'est ça, pour absorber les chocs, les mauvaises surprises. Comme disait Benjamin Graham, le mentor de Buffett, le but de la marge de sécurité, c'est de rendre les prévisions précises inutiles. On n'a pas besoin de savoir exactement ce qui va se passer si on a assez de marge pour encaisser les coûts. C'est l'idée de ne pas être trop juste, de ne pas vivre sur la corde raide, avoir assez de réserves en argent, mais aussi en temps, dans nos attentes, pour qu'un imprévu ne fasse pas tout s'écrouler. C'est exactement ça. Et c'est super important parce qu'on a tous un biais d'optimisme naturel. On a tendance à penser que pour nous, ça va bien se passer. Avoir une marge de manœuvre, c'est accepter que peut-être pas. Et non seulement l'avenir est incertain, mais nous aussi, on change. C'est le sujet du chapitre 14. Vous changerez. On est très mauvais pour deviner qui on sera et ce qu'on voudrait dans 10, 20 ou 30 ans. Nos priorités, nos désirs, tout ça évolue. C'est ce que les psychologues appellent l'illusion de la fin de l'histoire, c'est ça ? On a toujours l'impression d'être arrivé à notre version définitive, alors qu'en fait on continue de changer tout le temps. Comment on intègre ça dans un plan financier à long terme ? En visant l'équilibre et la flexibilité. Il faut éviter les plans trop extrêmes. Par exemple, épargner tellement qu'on ne vit plus aujourd'hui, ou à l'inverse, ne rien épargner du tout. Ces extrêmes mènent souvent au regret quand nos priorités changent. D'accord. Il faut accepter le changement comme inévitable et être prêt à ajuster sa trajectoire sans rester bloqué sur des décisions passées qui ne nous conviennent plus. Ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. Il faut savoir lâcher prise. Tous ces efforts, cette discipline, cette flexibilité, tout ça, ça a un coût. C'est le chapitre 15, Rien n'est gratuit. Tout succès financier a un prix à payer. Et ce prix, ce n'est pas toujours de l'argent. Ah bon ? C'est quoi alors ? L'incertitude, la peur, le doute. Exactement. L'exemple le plus clair, c'est la volatilité des marchés boursiers. Les hauts et les bas, les montagnes russes. Ce n'est pas une amende qu'on paie parce qu'on a fait une erreur. C'est le prix d'entrée. Oui, c'est le prix à payer pour avoir une chance d'obtenir des rendements plus élevés sur le long terme. Si on n'est pas prêt à payer ce prix, c'est-à-dire à supporter les baisses sans panique et sans tout vendre, on n'aura pas les gains potentiels. Essayer d'éviter ce prix, par exemple en essayant de timer le marché, ça mène souvent à des résultats encore pires. Il faut donc identifier le prix à payer pour atteindre ses objectifs et être prêt à le payer. C'est une vision assez stoïque, finalement. Tout à fait. Et en parlant de marché, le chapitre 16, Toi et moi, explique pourquoi les prix peuvent parfois sembler complètement fous, déconnectés de la réalité, surtout pendant les bulles. L'idée, c'est que différents investisseurs jouent à des jeux différents sur le même terrain de jeu. Des jeux différents, c'est-à-dire avec des objectifs, des horizons de temps, des stratégies qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Exactement. Un trader qui fait de l'aller-retour dans la journée pour capter des petits mouvements n'a pas du tout les mêmes motivations ni le même horizon qu'un investisseur qui place de l'argent pour sa retraite dans 30 ans. D'accord. Quand tous ces acteurs, avec leurs jeux différents, interagissent sur le marché, ça peut créer des mouvements de prix qui semblent extrêmes ou irrationnels pour certains. Le danger, c'est de se laisser influencer par le jeu des autres, sans réaliser que ce n'est pas notre jeu à nous. Et la solution, c'est quoi ? C'est de bien définir son propre jeu. Quels sont mes objectifs ? Quel est mon horizon de temps ?
et de s'y tenir sans se laisser distraire par le bruit ambiant. Et dans ce bruit ambiant, on est souvent bombardé de nouvelles. Et comme le souligne le chapitre 17, la séduction du pessimisme, les mauvaises nouvelles ont tendance à nous attirer beaucoup plus. C'est vrai ça. Le pessimisme, ça a l'air plus intelligent, plus profond. L'optimisme, ça peut vite faire naïf. Houzel explique que c'est parce que le progrès, c'est lent, c'est graduel, c'est presque invisible au quotidien. Alors que les revers, les crises, les catastrophes, c'est soudain, c'est bruyant, c'est spectaculaire. Le pessimisme vend mieux. Pourtant, si on regarde l'histoire économique sur le long terme, c'est une histoire d'amélioration continue, malgré toutes les crises. Il plaide donc pour un optimisme réaliste. C'est-à-dire? Reconnaître les difficultés, les défis, les risques. Mais garder confiance dans la capacité humaine à s'adapter, à innover, à résoudre les problèmes sur la durée. Trouver le juste milieu entre la prudence et la confiance en l'avenir. Pas toujours évident, surtout quand on est noyé sous les infos et les récits. Ce qui nous amène au chapitre 18. Quand vous croirez n'importe quoi. Ah oui, le pouvoir des histoires. C'est fou comme nos décisions financières sont influencées par les narratifs, les histoires qu'on se raconte ou qu'on nous raconte. Comment ça? On a besoin de donner du sens au monde, qui est complexe et incertain. Et pour ça, on crée des histoires, des explications. Le problème, c'est qu'on a une tendance naturelle à croire les fictions séduisantes. Celles qui collent bien, qui sont faciles à comprendre, qui correspondent à ce qu'on veut croire, même si elles sont un peu bancales. Comme le narratif de « L'immobilier ne peut que monter » juste avant la crise de 2008, ou à l'inverse, le récit de « La fin du monde économique en 2009 ». Les faits sous-jacents n'avaient peut-être pas tant changé que ça. Exactement. Mais l'histoire dominante, le narratif, lui, avait complètement changé. On remplit les trous dans notre savoir avec des histoires cohérentes, mais pas forcément vraies. D'où l'importance, encore une fois, de reconnaître les limites de ce qu'on sait, de se méfier des histoires trop belles ou trop simples, et de toujours garder cette fameuse marge d'erreur. Le chapitre 19, Ensemble maintenant, c'est un peu le récapitulatif de toutes ces leçons. L'humilité, moins d'ego, viser la tranquillité d'esprit plutôt que le rendement maximum, penser long terme, accepter l'échec comme faisant partie du jeu. Utiliser l'argent pour gagner du contrôle sur son temps, épargner régulièrement, même sans but précis, être prêt à payer le prix de la volatilité, garder une marge d'erreur, éviter les extrêmes, bien définir son propre jeu. C'est ça. Et le livre se termine avec un chapitre intitulé « Confession », le chapitre 20. Là, l'auteur raconte comment lui-même applique ou essaie d'appliquer ses principes dans sa propre vie financière. C'est toujours intéressant de voir si le cordonnier est bien chaussé. Et alors, il l'est? Oui, et d'une manière très cohérente avec sa philosophie. Il a un taux d'épargne très élevé, il mène une vie assez simple, et il fait des choix qui sont parfois plus raisonnables que purement rationnels. Par exemple, il a remboursé son prêt immobilier rapidement, même si mathématiquement ce n'était pas optimal, où il garde pas mal de liquidités, plus que ce que la théorie suggérerait. Pour mieux dormir la nuit, j'imagine? Exactement, pour la paix d'esprit. Pour le reste, il mise sur l'épargne massive et la patience en investissant principalement dans des fonds indiciels simples et peu coûteux. C'est une application très concrète de tout ce qu'il a expliqué avant. Ça boucle bien la boucle, effectivement. Ça montre que même lui, l'expert, il privilégie parfois ce fameux raisonnable et la tranquillité d'esprit sur l'optimisation pure et dure. Absolument. Et si on devait vraiment résumer l'essence de la psychologie de l'argent, ce serait peut-être ça. Réussir avec l'argent, c'est beaucoup moins une question d'intelligence brute ou de connaissances techniques. De comportement. Exactement. C'est un art subtil de la gestion de soi. Gérer ses émotions, ses biais, ses impulsions. Donc, les clés, ce serait vraiment l'épargne disciplinée, la vision à très long terme, la maîtrise de ses émotions, surtout la peur et l'avidité, la capacité à définir ce qui est assez pour soi et reconnaître que la vraie valeur de l'argent, c'est la liberté et le contrôle qu'il peut nous offrir. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour chacun d'entre nous. Si notre rapport à l'argent est avant tout psychologique, quelle est la première chose, peut-être la plus simple, qu'on pourrait ajuster dans notre état d'esprit, dans nos croyances, pour que nos finances servent mieux notre bien-être global? Voilà qui conclut notre exploration, notre plongée dans le livre de Morgana Housel. On espère sincèrement que ça vous a éclairé, peut-être donné quelques pistes de réflexion personnelle. Pour continuer à décrypter la finance de manière simple et accessible, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Esprit Finance et de suivre les prochains numéros de Radio Finance. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.